La milliardaire Margaret s'est rendue incognito dans l'un de ses restaurants pour comprendre pourquoi les employés démissionnaient les uns après les autres. Mais au lieu de trouver du personnel paresseux, elle a découvert un serveur de 18 ans qui s'efforçait discrètement de satisfaire au mieux les clients. Quelques instants plus tard, elle a vu le gérant le licencier sur le champ après qu'il lui eut avoué avoir caché son petit frère fiévreux dans la réserve, faute de personne d'autre pour s'en occuper. Voir ce garçon sortir sous une pluie battante, l'enfant malade dans les bras, la bouleversa profondément. La milliardaire décida alors d'en savoir plus sur lui et, lorsqu'elle découvrit la vérité déchirante sur sa vie, elle comprit que la suite des événements pourrait changer leur avenir à jamais. Avant de commencer, souvenez-vous que, si l'histoire que vous allez entendre est fictive, le message qu'elle véhicule est, lui, bien réel. Chez Memory Stories, nous croyons qu'une histoire, racontée au bon moment, peut changer une vie. La pluie matinale tambourinait contre le pare-brise de la berline de location tandis que Margaret Holloway, assise sur le parking du restaurant Claytoness, observait l'arrivée des premiers employés. À 57 ans, elle avait appris que la vérité d'une entreprise se cachait dans ses détails, ce qui ne figurait jamais dans les rapports trimestriels ni les synthèses. Elle ajusta le rétroviseur et observa son reflet. Son brushing de luxe avait été délibérément décoiffé d'un simple coup d'eau et de quelques mouvements négligents des doigts. Le blazer à $700 était resté accroché dans le placard de l'hôtel, remplacé par une vieille veste grise à fermeture éclair dénichée sur un portant d'une friperie à 2 villes de là. Sa boucle d'oreille en diamant était enfermée dans le coffre-fort de l'hôtel, remplacée par une paire de petites créoles en plastique trouvées dans une poubelle près de la caisse. Aux yeux de quiconque la regardait, elle n'était qu'une femme d'âge mûr comme les autres, tuant le temps d'une matinée pluvieuse avec une tasse de café fumante, invisible, comme le sont souvent les gens qui n'ont pas l'air importants, ce qui lui convenait parfaitement. Margaret avait transformé un simple restaurant de petit déjeuner en bord de route, il y a 27 ans, en Holloway Hospitality Group, une chaîne de 27 restaurants et brasseries réparties dans 6 États. La philosophie d'entreprise qui l'avait guidée pendant toutes ces décennies était simple, presque d'une simplicité embarrassante. Mieux traiter son employé le moins bien payé que son client le plus important. C'était une leçon qu'elle avait entrevue pour la première fois à 9 ans, en voyant sa mère glisser ses derniers billets pliés dans la main d'un pompiste qui les avait aidés à pousser leur break en panne sur le bas-côté de l'autoroute, en plein orage de novembre. Ce soir-là, Grace Holloway n'avait plus un sou. Elle le lui a donné malgré tout. Mais la femme qui avait véritablement façonné tout ce qui suivit, qui avait semé la graine de l'exemple de sa mère et l'avait arrosée pour en faire germer quelque chose de concret, c'était Eleanor Marsh. Eleanor tenait un petit hôtel à Chattanooga, dans le Tennessee, et elle avait trouvé Margaret à 17 ans, dormant sur un banc devant une gare routière, un sac à dos contenant toutes ses affaires, sans aucun endroit où aller. Au lieu d'appeler la sécurité, Eleanor l'avait fait entrer, lui avait offert un repas chaud, une chambre propre et lui avait proposé un emploi de femme de ménage dès le lendemain matin. On n'échoue pas faute d'essayer, lui avait-elle dit ce premier soir en lui tendant une tasse de thé fumante. On échoue parce que le monde ne nous donne pas notre chance. Il suffit d'une personne prête à croire en vous. Margaret a passé les 10 années suivantes à tout apprendre. Femme de ménage, réceptionniste, serveuse dans un restaurant à 2 pas de l'hôtel d'Eleanor, comptable, puis gérante. Eleanor l'avait guidée vers toutes les opportunités et l'avait poussée à franchir toutes les portes que Margaret n'avait pas osé ouvrir par elle-même. À 27 ans, Margaret avait suffisamment économisé pour verser un acompte sur un petit restaurant de petit déjeuner en périphérie d'Atlanta, et Holloway Hospitality Group était né. Eleanor était décédée depuis 9 ans, mais chaque décision de Margaret, chaque politique qu'elle établissait, chaque personne qu'elle embauchait, chaque restaurant où elle entrait sans prévenir, vêtue d'une veste chinée et arborant une montre en plastique fêlée, était encore guidée par ces mots. Il suffit d'une personne prête à croire en vous. Sa mère, Evelyn, âgée de 82 ans, qui avait un avis sur tout et n'hésitait jamais à le partager, avait dit quelque chose de similaire à sa manière. La seule chose qui t'appartienne vraiment dans la vie, lui avait dit Evelyn, c'est ce que tu décides de faire quand quelqu'un a besoin d'aide et que tu es là pour lui. Margaret avait 23 ans quand Evelyn lui avait raconté qu'assise à sa table de cuisine à Charlotte, après une longue journée de travail, elle avait noté ces mots sur une serviette et les avait gardés dans son portefeuille pendant 2 ans, avant d'y croire enfin et de ne plus avoir besoin de ce rappel. Le rapport trimestriel sur le siège passager indiquait que le restaurant Claytoness Dîner avait perdu 14 employés ces 7 derniers mois, sur un effectif total de 32. Les chiffres ne mentaient jamais, mais ils n'expliquaient jamais non plus pourquoi il fallait se présenter en personne. Margaret attrapa son vieux sac en toile et sortit sous la pluie.
L'autre trempa immédiatement sa veste. Parfait, une femme en manteau de cachemire, on s'en souviendrait. Une femme sous la pluie, ce n'était qu'un détail du décor. L'intérieur du restaurant correspondait exactement à ce qu'elle avait imaginé d'après les informations financières. Du lino éraflé, d'un gris pâle usé, dans les allées de passage entre la cuisine et les tables. Des banquettes en vinyle rafistolées avec du ruban adhésif, dont le rembourrage avait fini par s'affaisser, une odeur tenace de café et de graisse de bacon, tenace malgré tous les efforts de nettoyage, vestige d'un lieu qui avait longtemps vibré au rythme de la vie locale. Un endroit où l'on venait parce que c'était abordable et copieux, pas par défaut. Mais c'était son restaurant à elle. Son nom figurait sur le bail, la licence, les statuts, ce qui signifiait que tout ce qui se passait à l'intérieur relevait de sa responsabilité. « Asseyez-vous où vous voulez, Anne », lança une serveuse d'une 50aine d'années. Sa voix portait cette chaleur particulière de quelqu'un qui exerçait ce métier depuis si longtemps qu'elle le pensait sans même y penser. Margaret choisit une banquette d'angle offrant une vue dégagée sur la cuisine, passa devant la caisse et profita d'une vue panoramique sur le sol. Elle sortit un livre de poche usé de son sac et l'ouvrit, adoptant une attitude qui laissait présager qu'elle comptait s'attarder. Le rush du matin arriva comme une vague. La sonnette de la porte retentissait sans cesse. Des ouvriers du bâtiment aux bottes boueuses, des employés de bureau en vestes humides, des habitués prenant leur repas à emporter et s'installant à leur place habituelle sans même jeter un œil au menu. Le niveau sonore augmentait progressivement. Le cliquetis des assiettes, le sifflement de la plancha, l'imprimante qui crachait les tickets dans la cuisine. C'est alors qu'elle remarqua le garçon. Il ne devait pas avoir plus de 18 ans, peut-être 19 tout au plus, mince, les cheveux noirs coupés courts, et un visage encore en pleine croissance. Son badge indiquait « Caleb », en lettres bleues soignées, et il s'occupait d'une section de cette table avec une efficacité tranquille et concentrée qui incita Margaret à poser son livre de poche et à l'observer plus attentivement. Il a rattrapé un verre d'eau avant qu'il ne se renverse d'un plateau, un réflexe sans gravité, si bien que personne d'autre ne l'a même remarqué. Il a apaisé un client exaspéré qui se plaignait de trop cuit, non pas par de vaines excuses, mais par une explication calme et précise, et une nouvelle assiette est arrivée avant même que l'homme ait fini de froncer les sourcils. Il a rendu la monnaie mentalement, sans calculatrice, a récité une commande à une table de 4 sans écrire un seul mot, tout en gardant un œil sur la section voisine, celle qui n'était pas la sienne, y effectuant de petits ajustements discrets. Quand une table restait trop longtemps sans eau, il remplaçait quelqu'un. Margaret l'a tout de suite compris. Il faisait son travail et une partie de celui de quelqu'un d'autre en même temps, sans que cela ne se fasse remarquer, sans se plaindre, sans ralentir. Ce qu'elle avait également remarqué, sans pouvoir l'expliquer entièrement, c'était sa façon de disparaître à l'arrière du restaurant à intervalles irréguliers. Des absences brèves, jamais plus de 3 ou 4 minutes, mais elles avaient quelque chose de particulier. Il vérifiait toujours que tout était en ordre, comme pour s'assurer que personne n'était absent. Ses tables étaient dressées, puis il se glissa discrètement dans la réserve, avec la précision de quelqu'un qui s'affaire à une tâche qu'il ne souhaite pas voir remarquée. À son retour, son visage affichait toujours une neutralité professionnelle un peu trop calculée, l'expression soignée de quelqu'un qui s'était adonné à autre chose qu'au réapprovisionnement. Au bout de 20 minutes, Caleb disparut de nouveau dans la réserve. Par le passe-plat, Margaret aperçut les autres serveurs qui s'affairaient légèrement à couvrir sa section. Une jeune femme aux longs ongles en gel leva les yeux au ciel en direction d'une collègue et marmonna quelque chose qui les fit toutes deux sourire en coin. 3 minutes et 40 secondes plus tard, Margaret regardait l'horloge. Caleb revint. Son visage affichait une neutralité professionnelle, son tablier était redressé avec une précision un peu excessive. Mais elle devina ce qu'il s'efforçait de dissimuler, la légère rougeur autour de ses yeux, la mâchoire crispée qui trahissait un effort de volonté désespéré. Il était resté là, à retenir ses larmes. Margaret tentait encore de comprendre ce qu'elle observait lorsque la porte du bureau au fond du restaurant s'ouvrit brusquement, faisant trembler les patères fixés au mur. Brox. La voix perça le brouhaha matinal comme une lame. Toutes les conversations s'arrêtèrent. Tous les regards se tournèrent vers nous. Même le crépitement du grill-plat sembla silencieux un instant. L'homme qui sortit devait avoir une 40aine d'années, un ventre proéminent, et arborait l'air de quelqu'un qui avait passé des années à savourer le fait d'être obligé de l'écouter. Son polo était serré contre son ventre. Son badge indiquait, en relief, Ernbar, directeur. Il traversa la pièce avec l'assurance de quelqu'un qui pensait que l'autorité était un signe extérieur de richesse, et non un dû. Son regard se posa sur Caleb,
empreint d'un mépris qui n'était pas nouveau. Ce mépris couvait depuis un certain temps et était enfin sur le point de s'exprimer pleinement. Brox. Mais qu'est-ce que tu crois faire là-bas? Caleb se retourna. Son visage pâlit, mais sa voix resta calme. Monsieur Dunbar, je venais juste vérifier. Vous abandonniez votre secteur pendant le coup de feu du matin. Savez-vous ce qui se passe? Des tables restent sans service. Des clients attendent. Vous croyez que cet endroit fonctionne tout seul? Margaret jeta un coup d'œil autour de la salle. Non, les clients semblaient mécontents. La partie du programme, qui était techniquement celle de Caleb, avait été gérée avec une telle fluidité que la plupart des gens n'avaient probablement même pas remarqué son absence. Il ne s'agissait pas d'un manager corrigeant un problème réel, mais d'une performance purement délibérée. Monsieur. Je suis parti moins de 4 minutes. Jenny et Marcus ont pris le relais. 25 minutes. La voix de Dunbar monta d'un ton, son visage s'empourpra. Tu as disparu toute la matinée. Tu crois que je ne t'ai pas vu? Ce n'est pas exact. Ne me dites pas ce qui est exact dans mon propre restaurant. Il s'avança et empiéta sur l'espace personnel de Caleb, si près que les clients les plus proches se redressèrent sur leurs chaises. Je sais exactement ce que tu as fait. Je sais pour ton petit frère. Je sais que tu le caches dans mon débarras comme si c'était une sorte de chambre d'enfant. Vous me prenez pour un aveugle? Un silence complet s'était abattu sur la salle à manger. La voix de Caleb devint basse et pressante. Monsieur Dunbar, je vous en prie. Pourrions-nous aller dans votre bureau, s'il vous plaît? Ah. Maintenant vous voulez faire ça discrètement. Maintenant vous voulez de l'intimité. Au lieu de baisser le ton, Dunbar monta d'un cran, s'assurant que toute la pièce puisse entendre chaque mot. Vous avez amené un enfant malade dans un établissement de restauration. Savez-vous ce que les services d'hygiène disent à ce sujet? Savez-vous quelles sont nos responsabilités à l'heure actuelle à cause de votre décision de ce matin? Monsieur Dunbar, vous voulez vous expliquer? Très bien. Expliquez-nous pourquoi vous avez jugé cela acceptable. Caleb laissa échapper un bref tressaillement, une simple contraction, avant de se ressaisir. Mon frère a 39 degrés Celsius de fièvre. L'école m'a appelé à 5h45 ce matin. Notre tante a 73 ans et ne conduit pas. Elle habite à 40 minutes de chez nous. J'ai appelé 4 personnes différentes. Mais personne n'était disponible rapidement. Je n'ai pas de voiture. Sa voix s'est légèrement brisée sur les mots suivants. Nos parents sont décédés. Il n'y a personne d'autre. Je ne pouvais pas le laisser seul à la maison et je ne pouvais pas manquer le travail aujourd'hui. Ce serait ma 3e absence ce mois-ci et vous avez été très clair. 3 absences entraîneraient un licenciement automatique. Il est tout au fond de la réserve, loin de la zone de préparation des repas. J'en ai été absolument certain. Il fallait juste que je tienne le coup aujourd'hui. Margaret avait complètement posé son livre de poche. Près de la fenêtre, une femme âgée, vêtue d'un imperméable, avait cessé de manger et observait Dunbar d'un air peu amical. Le premier réflexe de Margaret fut de se lever aussitôt. Elle était déjà à moitié levée de son siège quand Dunbar reprit la parole, la voix plus forte cette fois, son attitude ne laissant aucun doute sur son intention de vérifier qui que ce soit. Je me fiche de ce dont vous vous êtes assuré. Dunbar croisa les bras, un air presque satisfait se lisant sur son visage. Vous avez amené un mineur malade dans mon établissement sans autorisation. C'est une infraction au code de la santé publique. C'est un problème de responsabilité. C'est un motif de licenciement immédiat. Il marqua une pause pour faire de l'effet. Caleb Brox, vous êtes viré. Immédiatement. Prenez vos affaires, allez chercher votre frère et quittez mon restaurant. Le silence était total. Même la cuisine était devenue immobile. Monsieur Marr, murmura Caleb. S'il vous plaît, nous avons besoin de notre salaire d'aujourd'hui. J'ai des courses à faire. Vous auriez dû y penser avant de décider de faire du babysitting pendant vos heures de travail. Vous avez 5 minutes pour déguerpir. Si vous êtes encore là dans 6 minutes, j'appelle la police. Caleb resta immobile un long moment, puis, le menton toujours à la même hauteur, il se dirigea vers le fond du restaurant avec la dignité mesurée de quelqu'un qui a décidé que c'était la seule chose qu'il ne laisserait pas lui prendre. Il sortit moins d'une minute plus tard, portant le petit garçon. Margaret ne savait pas à quoi s'attendre. Ce qu'elle vit la glaça d'effroi. L'enfant était petit, 7 ans tout au plus, frêle et brun, comme son frère. Il était emmitouflé dans un sweatshirt d'école bien trop fin pour le temps qu'il faisait dehors, et sa tête reposait sur l'épaule de Caleb, complètement affaissée, comme celle d'un enfant malade qui avait renoncé à se tenir debout. Ses joues étaient très rouges, ses yeux à peine ouverts,
et tout son corps irradiait la quiétude particulière d'une fièvre qui l'avait terrassé. Il paraissait tout petit dans les bras de son frère. Du banc près de la fenêtre, la femme âgée dit d'une voix claire et sans hésitation. « Il y a des gens qui devraient avoir honte. » Elle ne regardait pas Caleb en disant cela. « Il s'appelle Danny, » dit Caleb à voix basse, s'adressant à personne, à tout le monde. Il a 7 ans. Il n'aime pas les bruits forts quand il a de la fièvre. Il passa devant d'un bar sans le regarder. Il dépassa les serveurs, dont certains fixaient le sol. Il dépassa les clients qui s'étaient figés sur leur siège. Passant devant le stand de Margaret, leurs regards se croisèrent un instant. Avant d'aller plus loin, si cette histoire vous touche particulièrement, prenez un instant pour aimer cette vidéo. Cela nous montre que vous êtes là et permet à d'autres personnes qui en ont besoin de la découvrir. À votre avis, que va faire Margaret ensuite? Laissez votre réponse en commentaire. Nous lisons tous les commentaires. Dans ce bref instant d'inattention, Margaret a tout vu clairement. La peur d'une personne trop jeune pour porter un tel fardeau. L'épuisement viscéral de celle qui, par sa seule volonté, a maintenu le tout à flot bien plus longtemps qu'il n'aurait fallu. La terreur silencieuse et désespérée de celle qui voit s'effondrer la seule et fragile structure de stabilité qu'elle a réussi à bâtir. C'était l'expression qu'elle avait vue sur son propre visage 40 ans plus tôt, dans le miroir des toilettes d'une gare routière à Chattanooga, dans le Tennessee. Caleb franchit la porte d'entrée sous une pluie battante qui s'était intensifiée. Il n'avait ni parapluie, ni voiture. Il cala la tête de Danny plus fermement contre son menton et se dirigea vers l'est, en direction du quartier moins cher. La pluie les trempa tous deux en quelques secondes. Margaret se leva, posa un billet de $10 sur la table et prit son sac, mais elle ne le suivit pas sous la pluie. Au lieu de cela, elle traversa la salle à manger jusqu'à Dunbar, près de la caisse, avec l'air satisfait d'avoir bien agi. « Excusez-moi, » dit Margaret. Sa voix était agréable, posée et parfaitement calme. Dunbar lui jeta à peine un regard. « Madame, quelqu'un sera avec vous dans une minute. Je n'ai pas besoin de service. J'ai besoin de votre nom complet et de votre titre officiel à cet endroit. » Il la regarda, puis remarqua le pull zippé humide, les boucles d'oreilles en plastique, le cabas en toile. Son expression la catégorisait, la jugeant insignifiante. Raymond Dunbar, directeur. Si vous souhaitez déposer une réclamation concernant cet incident, vous trouverez un formulaire de contact sur notre site web. Raymond Dunbar. Margaret l'a prononcé comme on prononce un nom pour le confirmer sur un document. Gérant du Clayton's Diner, employé du Holloway Hospitality Group depuis 8 ans, il a été muté de l'établissement de Macon il y a 2 ans, après avoir travaillé à Savannah. 14 employés ont quitté l'établissement ces 7 derniers mois. Elle marqua une pause. Ces chiffres vous semblent-ils exacts? Dunbar pâlit aussitôt. Qui êtes-vous? Margaret fouilla dans son sac et en sortit son vrai portefeuille. Le fin portefeuille en cuir contenant ses vraies cartes et sa véritable pièce d'identité. Elle posa sa carte de visite sur le comptoir entre eux et le regarda la lire. Margaret Holloway, je suis la propriétaire de cette entreprise. Elle laissa ces mots en suspens pendant exactement 2 secondes. Votre contrat de travail est licencié avec effet immédiat. Je contacte actuellement ma directrice des ressources humaines, qui vous recontactera dans l'heure concernant votre solde de tout compte et les documents administratifs. Je vous prie de quitter les lieux dès maintenant. Vous ne pouvez pas simplement dire « j'ai des droits ». Il existe des procédures. Il existe des procédures pour de nombreuses choses, notamment pour documenter un comportement abusif répété sur plusieurs sites, qui aurait dû entraîner votre licenciement il y a des années, plutôt que des mutations répétées. La voix de Margaret resta parfaitement calme durant tout ce temps. Paradoxalement, cela ne faisait qu'empirer les choses. Partez maintenant, monsieur Dunbar. Chut, s'il vous plaît. Il est parti. Pas discrètement. Il attrapa sa veste au bureau, et la porte de derrière claqua si fort derrière lui que plusieurs clients sursautèrent. Margaret se tourna vers le personnel stupéfait. Qui est le directeur adjoint ici? Une femme d'une 40aine d'années leva lentement la main, comme si elle n'était pas tout à fait sûre de ce qu'elle vivait. C'est moi, Linda Crawford. Madame Crawford, votre responsable intérimaire. Un membre du siège social vous contactera dans l'heure. Pouvez-vous assurer le fonctionnement du restaurant jusqu'à la fin du service? Oui, madame. Absolument. Parfait. Tout le monde retourne au travail. Je suis désolée pour la gêne occasionnée. Margaret est retournée à son poste, s'est assise et a pris son téléphone. Elle avait des appels à passer, un licenciement à régler,
un dossier personnel à démêler et une conversation très délicate avec la directrice des ressources humaines avant la fin de la journée. Mais pendant un long moment, elle n'a passé aucun de ses appels. Elle est restée assise, immobile, à regarder la pluie ruisseler sur les vitres, et à penser à un garçon marchant vers l'est sous cette pluie, son petit frère malade serré contre lui, à Eleanor Marsh, et à la seule façon véritable d'honorer une dette comme celle qu'elle portait. Elle prit alors son téléphone et commença à composer un numéro. Assise à son petit bureau dans sa chambre d'hôtel, ses lunettes de lecture sur le nez, Margaret ouvrit son ordinateur portable en mode haut-parleur. Barbara Nolan, son assistante de direction depuis 12 ans, la personne la plus efficace qu'elle ait jamais rencontrée, lui expliqua en détail ce qu'elle avait compilé en 3 heures. Caleb James Brooks, 18 ans. Barbara commença d'une voix claire et précise. Embauchée il y a 11 semaines comme serveuse au Clayton's Dîner. Aucun antécédent disciplinaire avant cette semaine, 2 avertissements pour retard, tous 2 émis au cours des 9 derniers jours et signés par Dunbar. Il se constituait une trace écrite, a déclaré Margaret. C'est exactement ce qui ressort du texte. Caleb a obtenu son diplôme de Millbrook High School en juin dernier avec brio, ce qui est remarquable compte tenu de tout ce qui se passait dans sa vie à ce moment-là. Il a déposé des candidatures à 2 programmes de collège communautaire au printemps, mais les a retirées avant la date limite d'inscription. Il les a retirées lui-même. Thomas et René Brooks étaient, oui, rédigés environ 3 semaines après l'accident de ses parents. Les lettres de retrait sont datées de la dernière semaine d'avril. Un silence s'installa dans la chambre d'hôtel. Parlez-moi de l'accident, dit Margaret. Thomas et René Brooks ont trouvé la mort dans une collision entre 2 véhicules sur la route 41 en mars dernier. Thomas avait 44 ans et René 42. Barbara marqua une pause. Au moment de l'accident, Caleb avait 17 ans et terminait sa dernière année de lycée. Danny, avait 6 ans. Il a eu 7 ans en mai. Caleb avait 17 ans au moment des faits. Oui. Il a eu 18 ans fin avril, environ 6 semaines après l'accident. Il avait déjà envoyé ses lettres de désinscription de l'université avant son anniversaire. La voix de Barbara exprimait une froideur professionnelle qui masquait toute véritable inquiétude. Il a déposé une demande de tutelle légale pour Daniel la semaine même de son 18e anniversaire. Les tribunaux de cette juridiction peuvent mettre en place des mesures de protection d'urgence pour les mineurs dont les frères et sœurs sont sur le point d'atteindre la majorité. Danny a été placé temporairement chez une famille voisine de mars jusqu'à la finalisation de la tutelle fin mai. Caleb a obtenu son diplôme en juin et a immédiatement commencé à postuler à des emplois à temps plein. Clayton l'a embauché il y a 11 semaines. Margaret posa son stylo. L'événement se déroule donc ainsi. Un accident survient en mars. Caleb atteint l'âge de 18 ans en avril et demande immédiatement sa tutelle. La tutelle est prononcée en mai. Caleb obtient son diplôme en juin et commence à travailler chez Clayton fin juin ou début juillet. C'est bien l'ordre des événements. Il est majeur, tuteur légal et employé à temps plein depuis environ 4 mois. Il a 18 ans et il porte tout ça en lui depuis 4 mois. Oui. Margaret regarda par la fenêtre de l'hôtel le parking détrempé par la pluie en contrebas. 4 mois. Le même temps qu'il fallait parfois à ses cadres supérieurs pour maîtriser un nouveau logiciel de gestion des stocks. Et sa situation financière ? Précaire, d'après ce que j'ai pu déduire des documents publics. Il paie actuellement son loyer pour un appartement de 2 chambres dans le quartier d'Eastfield. Il avait besoin de 2 chambres pour Danny, ce qui l'a contraint à payer un loyer plus élevé que celui qu'il aurait choisi pour lui-même. Il ne possède aucun véhicule. Il n'a pratiquement aucun historique de crédit, ce qui est normal à son âge. Il a fait une demande d'aide sociale lors de sa mise sous tutelle, mais celle-ci a été rejetée pour un vice de forme lié à son âge et à sa situation professionnelle. Il est actuellement en appel, une procédure qui avance lentement. Le soutien familial est limité. La sœur aînée de son père, Patricia Brooks, âgée de 73 ans, vit à Harborview, à environ 40 minutes de là, et n'a pas de voiture. Il n'a pas de permis de conduire. La famille de sa mère semble résider dans l'Ohio. Il y a peut-être eu une brouille, mais je ne peux pas confirmer les détails dans les registres publics. Un silence. Il ne dispose pratiquement d'aucun réseau de soutien à court terme, Madame Holloway. Tout ce qu'il a dit à Monsieur Dunbar ce matin était exact. Je sais, a dit Margaret. Je l'entendais. Une dernière chose. Son formulaire de candidature comporte une section pour les notes complémentaires. Il a écrit « Je suis le tuteur légal de mon petit frère Daniel Brooks, âgé de 7 ans. Je suis un employé fiable et consciencieux. Je demande simplement une certaine compréhension concernant les jours où je peux venir le chercher à l'école.
C'est tout. Aucune explication des circonstances. Aucune demande de compassion. Juste le fait et la demande. Margaret resta silencieuse un instant. Puis, sortait le dossier complet de Dunbar. Absolument tout, pas seulement le rapport officiel. Chaque plainte, chaque incident, tout ce qui a été signalé est resté sans suite. C'est fait. Envoi immédiat. 7 plaintes d'employés ont été recensées, concernant 3 sites différents. Toutes ont été classées sans suite, sans mesure disciplinaire formelle. 3 de ces employés ont quitté l'entreprise dans les 30 jours suivant le dépôt de la plainte. Ce phénomène se répète sur les 3 sites. Affrontement public. L'utilisation des horaires comme moyen de punition crée des conditions propices à la démission, au lieu de s'attaquer aux véritables défaillances de gestion. Barbara marqua une pause. Quelqu'un au RH facilitait les mutations au lieu de s'occuper des problèmes de comportement. J'ai signalé le nom. Envoyez tout. Margaret a passé l'heure et 40 minutes suivantes à lire le dossier de Dunbar. Quand elle eut fini, son café était froid. 4 pages du bloc-notes de l'hôtel étaient remplies. Et elle savait 2 choses avec une certitude absolue. Premièrement, Dunbar aurait dû quitter cette entreprise depuis longtemps. Deuxièmement, cet échec n'était que le début des problèmes à résoudre. Elle savait aussi autre chose. Une idée germait en elle depuis qu'elle avait vu un garçon marcher sous la pluie vers l'est, portant son petit frère malade. Elle prit son téléphone et composa le numéro figurant dans le dossier professionnel de Caleb. Ça a sonné 2 fois. Allô? Une jeune femme prudente, affichant la lassitude de quelqu'un qui a appris que répondre au téléphone apporte souvent des nouvelles compliquées. Caleb. Je m'appelle Margaret Holloway. Je suis propriétaire du Holloway Hospitality Group, qui exploite le restaurant Clayton's Diner. J'étais au restaurant ce matin et j'ai été témoin de la scène. J'aimerais vous parler si vous le souhaitez. Silence. 5 secondes entières. Est-ce que ça a un rapport avec une affaire légale? Parce que je n'ai rien fait de mal. Danny était loin de la zone de préparation des aliments. Vous n'êtes pas en difficulté. Vous n'avez rien fait de mal. Monsieur Dunbar a été licencié et ne retournera pas dans ce restaurant. Margaret garda une voix posée et calme. J'aimerais vous rencontrer demain après-midi à 14 heures au restaurant, si cela vous convient. Je souhaite entendre votre version des faits et discuter de la possibilité de trouver une solution. Sans obligation. Sans engagement. Juste une conversation. Un autre silence. Plus long cette fois. Pourquoi aurais-tu voulu faire ça? Parce que ce qui t'est arrivé ce matin était injuste et parce que quelqu'un a fait la même chose pour moi il y a longtemps, quand j'étais jeune, sans le sou et sans ressources, et que depuis, je m'efforce d'être digne de ce qu'elle m'a donné. Margaret marqua une pause. J'espère que vous viendrez. Silence au bout du fil. Alors. D'accord. 2 heures. Après avoir raccroché, Margaret ouvrit un nouveau document sur son ordinateur portable et commença une liste d'un autre genre. Pas sur Dunbar. Pas sur les dysfonctionnements des RH. Mais qu'en est-il des dispositifs de soutien interne du groupe Holloway Hospitality? Le fonds de soutien aux employés, créé il y a 7 ans, est véritablement doté de fonds. Vraiment utile. Le réseau de partenariat pour la garde d'enfants. Les dispositions relatives à l'aide d'urgence. Le programme de remboursement des frais de scolarité. Combien de personnes chez Clayton's Diner savaient qu'il existait? Elle fixa longuement la question avant de commencer à écrire la réponse. Caleb arriva à 14 heures précises, tenant Danny par la main. Le petit garçon allait visiblement mieux que la veille. Il avait encore un teint pâle. Il se déplaçait toujours avec la prudence et l'économie de moyens d'un enfant qui économise son énergie. Mais son visage avait retrouvé des couleurs. Et son regard était suffisamment vif pour laisser penser que le pire était passé. Il portait une chemise propre. Et il tenait un petit dinosaure en plastique dans son autre main, avec la fermeté d'un enfant qui ne se sépare jamais de son objet le plus précieux. Margaret était déjà dans la cabine. Elle se leva lorsqu'ils entrèrent. Caleb. Merci d'être venu. Elle baissa les yeux. Et qui est-ce? Mon frère Danny, répondit Caleb d'une voix calme et posée. Cela en disait long à Margaret sur la façon dont il avait passé les 4 derniers mois. Salut Danny. Elle a étudié le dinosaure. C'est un spécimen très impressionnant. De quelle espèce s'agit-il? Danny le brandit avec un sérieux imperturbable. Un carnotaurus. Ils ont des cornes sur le front et des bras vraiment minuscules. Encore plus petits que celui d'un T-Rex. Je ne le savais pas. La plupart des gens l'ignorent, dit Danny d'un ton grave. Comme s'il s'agissait d'un problème récurrent, il avait admis ne pouvoir le résoudre entièrement. Margaret avait préparé du chocolat chaud et des crackers.
Danny était installé dans un coin du box en moins de 30 secondes. Son carnotaurus appuyé contre le sucrier. Il se jeta sur les biscuits avec l'appétit vorace d'un enfant dont la fièvre était tombée et dont l'estomac se souvenait enfin d'exister. Margaret et Caleb s'installèrent l'un en face de l'autre. Monsieur Dunbar ne fait plus partie de l'entreprise. A-t-elle commencé? C'est définitif. Ce qu'il a fait hier, le fait que cela se soit passé publiquement, la façon dont il vous a parlé en vous licenciant parce que vous essayez de subvenir aux besoins de votre famille, tout cela a bafoué toutes les valeurs que cette entreprise est censée défendre. Elle le regarda droit dans les yeux. Je tiens également à vous informer que j'ai consulté votre dossier professionnel et certains documents publics ce matin. Je connais vos parents, Caleb. Je suis vraiment désolé. Un mouvement traversa son visage. Ni tout à fait de la douleur, ni tout à fait du soulagement. Cela ressemble davantage à la réaction de quelqu'un qui se prépare à un choc et se retrouve soudainement confronté à quelque chose qui ne nécessite aucune préparation. Vous avez cherché à me connaître. J'avais besoin de comprendre votre situation avant de vous contacter, car je souhaitais vous faire une véritable proposition, et non un simple geste. Elle soutint son regard. Je vous ai observé travailler pendant 90 minutes hier matin, avant l'incident avec Dunbar. Votre façon de gérer votre service, de traiter les réclamations, d'anticiper les besoins des gens avant même qu'ils ne les expriment, cela ne s'apprend pas à la formation. C'est de l'instinct et de l'intelligence. Vous gériez également une partie du service d'un autre serveur simultanément, sans qu'on vous le demande et sans que cela se remarque. En 27 ans de restauration, je peux vous dire que c'est vraiment rarissime. Caleb attendit. Son expression trahissait son attente de la suite après le compliment. Je souhaite vous proposer le poste d'assistant, gérant de cet établissement, a déclaré Margaret. Vous travaillerez sous la responsabilité de Linda Crawford, qui est promue gérante. Le salaire est de 37 000 $ par an, avec une couverture santé complète pour vous et Danny, ainsi qu'une assurance dentaire et optique et des congés payés. Après 3 à 6 mois d'apprentissage de nos systèmes, vous pourriez prétendre à un poste de responsable. Notre programme d'avantages sociaux comprend également le remboursement des frais de scolarité pour les formations liées à votre fonction. Elle fit glisser le dossier sur la table. Caleb jeta un coup d'œil au dossier. Il ne l'ouvrit pas. Il se recula légèrement et observa Danny, absorbé par son chocolat chaud, ses biscuits et son dinosaure, totalement inconscient de la conversation qui se déroulait de l'autre côté de la table. Caleb observa longuement son frère, les joues encore rouges, tandis que Danny tenait le carnotaurus. Même en mangeant, comme si le lâcher risquait de provoquer une catastrophe. Quand Caleb reporta son regard sur Margaret, quelque chose avait changé sur son visage. Son calme imperturbable avait laissé place à une expression plus brute, plus sincère. « J'apprécie ce que vous essayez de faire, » dit-il. « Vraiment, mais je ne peux pas accepter cela. » Margaret ne s'y attendait pas. Elle garda une expression neutre. « Dis-moi pourquoi. » Parce qu'être directrice adjointe signifie travailler plus longtemps. Cela signifie rester tard quand quelque chose tourne mal. Cela signifie être celui qu'on appelle quand une équipe est débordée. À 23 heures, il secoua légèrement la tête. Je n'ai pas les moyens de me payer tout ça. Je lève Danny à 6h15 tous les matins et je l'accompagne à l'école. Je viens travailler. Je vais le chercher à l'école. Je prépare le dîner. Je l'aide à faire ses devoirs. Je le couche et je prépare tout pour le lendemain matin. Sa voix était calme, mais l'épuisement qu'il ressentait était bien réel et palpable. Voilà le jour. Chaque jour. Il n'y a pas de place pour plus de responsabilités. Si je prends une telle position et que je commence à négliger le travail ou la maison, Danny en subira les conséquences. Il a déjà tout perdu. Je ne le laisserai pas perdre la seule chose qui lui reste, ma présence. Le remboursement des frais de scolarité. J'ai dû y renoncer. Il l'a dit franchement, sans apitoiement sur lui-même, ce qui, paradoxalement, a rendu la chose plus difficile à entendre. J'ai retiré mes candidatures universitaires avant mon anniversaire. Danny avait plus besoin de stabilité que moi d'études supérieures. C'est un fait, et je l'ai accepté. Il la regarda fixement. Je vous suis reconnaissant pour ce que vous offrez à Mademoiselle Holloway. Je le pense sincèrement. Mais la solution idéale pour moi, en ce moment, c'est un travail que je peux bien faire et qui me permette d'être à la maison avant 18 heures. Ce n'est pas ce travail-là. Danny leva les yeux de son chocolat chaud. Caleb, je peux avoir un autre biscuit? Ouais, mon pote. Caleb rapprocha l'assiette sans quitter Margaret des yeux. Le dinosaure en veut une aussi, dit Danny. Le dinosaure peut prendre la moitié de la tienne.
Dany réfléchit très sérieusement. D'accord. C'est juste. Margaret observa ce bref échange, la facilité naturelle avec laquelle Caleb suivait Dany du regard, sans que cela paraisse suspect, la façon dont Dany se penchait légèrement vers son frère, comme les plantes qui se tournent vers la lumière, et elle comprit parfaitement ce qu'elle voyait. Ce n'était pas un garçon qui refusait les opportunités. C'était un garçon qui les désirait tellement qu'il s'était appris à ne plus les désirer. Car désirer ce qu'on a décidé de ne pas pouvoir obtenir est une forme particulière de souffrance permanente. « Je peux te raconter quelque chose ?» demanda Margaret. Bien sûr. Quand j'avais 17 ans, je vivais sur un banc à la gare routière de Chattanooga, avec un sac à dos et sans aucun projet. Une femme nommée Eleanor Marsh m'a trouvé et m'a offert un emploi et un logement. Environ 6 semaines après mon embauche, elle m'a proposé un poste de superviseuse d'équipe. Plus d'heures. Plus de responsabilités. Un meilleur salaire. Caleb la regarda. J'ai refusé, a dit Margaret. Je lui ai dit que je n'étais pas prête. Que je ne voulais pas risquer de perdre ce que j'avais déjà. C'était trop vite. Elle marqua une pause. Ce que je n'ai pas dit, ce que je me suis à peine avoué, c'est que j'étais terrifiée. Si j'en faisais plus et que j'échouais, je perdrais la seule chose stable que j'avais trouvée. Je me protégeais en restant discret. Ce n'est pas la même chose, dit Caleb d'une voix douce. Tu te protégeais. Je protège Dany. Oui. Et je veux que vous réfléchissiez bien à la ressemblance entre ces deux choses. Margaret se pencha légèrement en avant. Eleanor n'a pas protesté quand j'ai refusé. Elle a simplement dit « Très bien, revenez me voir quand vous serez prêt, Et elle a maintenu sa proposition. Elle a marqué une pause. Quelques semaines plus tard, je l'ai vue passer une soirée entière à trier des candidatures pour le poste de réceptionniste à pourvoir. Elle a rencontré 5 personnes. Je l'ai observée et je me suis dit que je pourrais faire mieux. Je voyais bien ce qu'elle recherchait. Et j'étais capable de le faire mieux que quiconque parmi les candidats qu'elle avait interviewés. Si je restais à l'écart, au lieu d'être assis à sa place, c'est uniquement parce que je m'étais convaincu de ne pas y participer. Margaret lui tenait les yeux. Le lendemain matin, je suis allé la voir et lui ai dit que j'avais changé d'avis. Dany avait posé le Carnotaurus sur la table et le faisait avancer lentement et délibérément vers le bord, puis le ramenait. Une petite patrouille, chargée de maintenir l'ordre. Je ne vous demande pas d'abandonner votre frère pour une carrière, dit Margaret. Je vous demande simplement d'envisager qu'il puisse exister une solution où vous n'auriez pas à choisir. Elle tapota le dossier. Ouvrez-le, s'il vous plaît. Caleb l'ouvrit. Elle lui a expliqué en détail le fonds de soutien aux employés, le réseau de partenariat pour la garde d'enfants, les dispositifs d'aide d'urgence, les montants précis, les programmes spécifiques et les contacts à contacter. Elle était précise à dessein, car de vagues promesses ne signifiaient rien pour quelqu'un qui avait appris à ses dépens que les systèmes dysfonctionnent et que les promesses s'évaporent. Elle voulait qu'il voie concrètement le dispositif, qu'il comprenne qu'il existait et qu'il pouvait agir. Ce partenariat pour la garde d'enfants, dit Caleb en lisant attentivement une page, est bien réel. 3 structures agréées à moins de 3 km d'ici, des tarifs subventionnés grâce au fonds, disponibles avant et après l'école, et même les matins comme hier, où l'école appelle à 5h45 sans prévenir. Caleb relut la page. Puis il leva les yeux vers Dany. « Salut, mon pote. » Dany leva les yeux de sa patrouille de dinosaures. « Tu te souviens de Madame Patterson du parc? Celle qui a toujours son thermos de limonade ?» Dany réfléchit un instant. « Celle avec le chat orange? C'est son amie, Gloria. Gloria garde les enfants après l'école. Elle a le chat. » Dany a compris cela. « Comment s'appelle le chat? » Je ne sais pas encore. Oh. Dany semblait penser que c'était un problème soluble, mais pas anodin. Il vaut mieux se renseigner avant de prendre une décision. C'est un argument valable, dit Caleb. Il se tourna vers Margaret. Son expression avait changé, il restait prudent, pas encore tout à fait convaincu. Mais la porte, qui était restée fermement fermée, s'entr'ouvrait. Et si je m'engageais et que tout s'effondrait au bout de 3 semaines? Et si vous aviez mal interprété la situation? Que j'échouais et que Dany se retrouvait dans une situation pire qu'actuellement. Ensuite, nous déterminerons ce qui n'a pas fonctionné et ce dont vous avez besoin. Peut-être une formation supplémentaire, peut-être un autre poste, peut-être quelque chose de complètement différent. Je ne parie pas sur la perfection. Margaret soutint son regard. Je parie sur la personne que j'ai observée travailler hier matin. Je parie sur quelqu'un qui, lorsque le pire est arrivé à sa famille,
n'a pas abandonné. Il est resté et a surmonté les difficultés jour après jour. Caleb, ton père pensait que ton véritable caractère se révèle dans tes actions lorsque tu n'y gagnes rien. Ta mère pensait que le plus important était d'être toujours présent pour ceux qui avaient besoin de toi, quoi qu'il arrive. Ces deux personnes t'ont élevé en t'apprenant à faire exactement ce que tu fais pour Danny. Je ne pense pas qu'elles qualifieraient d'égoïste le fait que tu construises aussi quelque chose pour toi-même. Je crois qu'ils auraient tout à fait raison. Le silence s'étira. Danny déposa le Carnotaurus avec une extrême précaution au centre de la table, comme on placerait un petit ambassadeur lors d'un sommet de négociation. Caleb, dit-il. Oui. Est-ce la dame qui essaie de nous aider? Caleb regarda son frère. Oui, c'est elle. Danny regarda Margaret avec le regard scrutateur d'un enfant de 7 ans qui prend les évaluations importantes très au sérieux. D'accord, dit-il, l'air satisfait, avant de retourner à son chocolat chaud. Caleb l'observa un instant. Puis il reporta son attention sur Margaret. Si je prends ce traitement et que Danny a besoin de moi, si l'école appelle parce qu'il est malade, s'il arrive quelque chose, tu y vas, à chaque fois, quoi qu'il arrive. Je le mettrai par écrit. Je souhaite être à la maison vers 18h30 la plupart des soirs. Nous établirons l'emploi du temps en fonction de cela. Je veux comprendre tout ce à quoi je m'engage avant de donner mon accord. C'est tout à fait la bonne attitude. Emportez le dossier chez vous. Lisez attentivement chaque mot. Appelez-moi demain si vous avez des questions. Pause. Le nom du chat, dit Danny sans lever les yeux de son chocolat chaud. Les deux adultes le regardèrent. On devrait vraiment commencer par trouver le nom du chat, dit Danny d'un ton raisonnable. Tu as tout à fait raison, dit Margaret. J'en ferai ma priorité absolue. Danny hocha la tête, satisfait, et reprit le Carnotaurus. Caleb fixa son frère un dernier long moment. Puis il redressa le dossier, le posa bien droit devant lui et tendit la main par-dessus la table. D'accord, dit-il. Je vais essayer. Margaret lui serra la main. C'est tout ce qu'on peut vraiment faire. Elle passa un dernier coup de fil avant de quitter le restaurant. Gloria Simons confirma qu'elle était bien disponible pour garder les enfants après l'école. Et oui, le chat s'appelait bien professeur. Et oui, elle trouvait que c'était un excellent nom pour un chat d'une telle dignité. Margaret transmit l'information à Danny en partant. Danny reçut le nom de professeur avec une satisfaction manifeste. C'est un beau nom, dit-il. C'est un très beau nom. Je pensais que tu approuverais, dit Margaret. Lundi matin, le ciel de Floride était dégagé et une chaleur sèche bienvenue après des jours de pluie. Caleb se tenait devant le Clayton's dîner à 5h45, un quart d'heure avant le début officiel de sa journée, vêtu d'un polo flambant neuf d'assistant manager, son nom brodé en bleu marine sur la poitrine. Le week-end avait filé à une vitesse folle. Caleb avait lu chaque mot du dossier samedi soir, après que Danny se soit endormi. Il avait appelé Margaret dimanche matin avec 6 questions précises, auxquelles elle avait répondu avec précision. Dimanche après-midi, Danny avait rencontré Gloria, constaté que le professeur était un homme d'une grande dignité, qui se laissait caresser avec précaution par les personnes en qui il avait décidé de faire confiance, et déclaré que l'appartement de Gloria était un bon endroit, car elle savait ce qu'était un pachycéphalosaure sans qu'on le lui dise. Elle connaissait le nom et tout. Danny avait fait son rapport sur le chemin du retour, avec le sérieux de quelqu'un qui avait mené une sélection rigoureuse et jugé le candidat satisfaisant. La demande de couverture santé était traitée en urgence. La garde d'enfants a été confirmée. Le fonds d'aide d'urgence a approuvé une subvention couvrant 2 mois de loyer. Tout cela était dûment documenté. Caleb avait tout vérifié 2 fois, car il avait appris en 4 mois que l'espoir était d'autant plus utile qu'il était vérifiable. Il ouvrit la porte et entra. Linda Crawford était déjà au comptoir, passant en revue la liste des préparatifs avec l'efficacité concentrée de quelqu'un qui rythmait ses matinées au millimètre près. Elle leva les yeux lorsqu'il entra. Son expression était d'une neutralité professionnelle, celle de quelqu'un qui avait décidé d'observer attentivement avant de porter un jugement. Linda avait 42 ans. Elle travaillait chez Clayton's depuis 4 ans, dont les 2 dernières années en tant qu'adjointe de direction, tandis que Dunbar laissait l'établissement péricliter. Organisée, expérimentée et parfaitement compétente dans la gestion d'un restaurant, elle avait d'ailleurs été recommandée à 2 reprises pour le poste de directrice par des évaluateurs régionaux, mais Dunbar avait bloqué sa candidature à chaque fois, pour des raisons sans rapport avec ses performances. Quand Linda a appris qu'une serveuse de 18 ans était promue adjointe de direction à sa place, elle a appelé Margaret directement et lui a demandé des explications sans détour. Margaret a répondu.
Elle lui a expliqué ce qu'elle avait vu, ce qu'elle pensait et ce qu'elle demandait à Linda. Non pas se retirer au profit de Caleb, mais construire quelque chose avec lui en tant que responsable à part entière, avec le titre et la rémunération qu'elle avait toujours mérité. L'appel avait duré 40 minutes. Linda n'avait pas accepté d'apprécier la situation, mais elle avait consenti à l'aborder avec franchise, ce qui suffisait. L'équipe du matin arriva petit à petit. Les réactions furent celles que Caleb avait anticipées, certaines curieuses, d'autres prudentes, d'autres encore ouvertement sceptiques. Une femme nommée Sandra, qui travaillait chez Claytoness depuis 4 ans, l'observait d'un œil scrutateur, comme quelqu'un qui effectue des calculs précis. Un serveur plus jeune, nommé Brent, gardait une expression délibérément impassible. Un homme d'un certain âge, Earl, qui s'occupait du grill, ne disait rien et continuait de préparer son poste avec l'efficacité concentrée de quelqu'un qui considérait cette heure matinale trop précieuse pour des conversations inutiles. « Bonjour », dit Linda, brisant le murmure ambiant. « Ici Caleb Brooks. Il travaillait ici comme serveur jusqu'à la semaine dernière. À partir d'aujourd'hui, il est notre assistant gérant, Caleb. » Caleb s'est avancé. Il était resté éveillé jusqu'à minuit à peaufiner ses répliques. Chaque version, aussi naturelle et préparée soit-elle, lui paraissait fausse face à la réalité de ces gens, tous présents depuis plus longtemps que lui et parfaitement en droit d'être sceptiques. Il décida donc de dire la vérité. « Je sais que c'est étrange, » dit-il. « Je sais que certains d'entre vous ont vu ce qui s'est passé mardi dernier et vous vous demandez comment je me suis retrouvé avec ce t-shirt. Je ne vais pas prétendre que c'est parfaitement logique de votre point de vue, parce que ça ne l'est pas. » Il les observa tous, croisant brièvement le regard de chacun. Ce que je peux vous dire, c'est que je vais travailler plus dur que quiconque dans ce bâtiment. Je vais faire des erreurs. Quand je le ferai, je veux en être informé, car vous connaissez des choses sur cet endroit que j'ignore encore, et j'en aurai besoin. Il marqua une pause. Donnez-moi 30 jours. Observez ce que je fais réellement. Jugez-moi là-dessus. Le silence qui suivit fut celui des personnes qui décident. Retour au travail, dit Linda. Caleb, tu es avec moi. Visite d'ouverture. La journée fut plus difficile que prévu. Les efforts physiques lui étaient familiers. Ce qui était dur, c'était le poids de cette observation constante, la conscience que chacune de ces petites décisions était silencieusement évaluée par des personnes qui n'avaient pas encore décidé s'il était légitime à prendre des décisions. Linda lui expliqua les procédures d'ouverture avec un professionnalisme efficace, et il prit des notes sur tout, posant des questions précises. Non pas, comment ça marche, mais, pourquoi fait-on cela de cette façon plutôt que d'une autre? Et il voyait bien que cette précision la surprenait parfois. Dans l'effervescence, il se déplaçait avec précaution, observant plus qu'il ne donnait d'instructions. Lorsque les commandes s'accumulèrent au grill, il prit la relève d'Earl sans qu'on le lui demande et travailla discrètement sous la direction de ce dernier. Earl resta silencieux pendant les 8 premières minutes. Il observa la technique de Caleb avec le regard détaché et posé de quelqu'un qui, fort de son expérience, sait immédiatement si une personne maîtrise réellement son sujet ou se contente de faire semblant. Ne surchargez pas la cuisine, dit finalement Earl. Chaque ingrédient a besoin de sa place, sinon rien ne cuira correctement. Compris, merci. Un silence, pendant lequel Earl retourna 3 œufs sans les regarder. Mon fils, dit-il d'un ton neutre. Il a à peu près ton âge. Il travaille à la quincaillerie de la rue Clément. Un silence. Bon gamin. Caleb comprit que ce n'était pas un hors-sujet. Il comprit que c'était la façon d'Earl de le classer, ni ennemi, ni ami, mais quelque chose d'humain et de familier. Comment s'appelle-t-il? Marcus. Est-il doué dans le commerce de la quincaillerie? Mieux que je ne l'aurais été à son âge, dit Earl, ce qui sembla clore la conversation. Mais quelque chose avait changé dans le silence qui s'ensuivit. Caleb a commis des erreurs. Il a envoyé un serveur à la mauvaise table. Il a oublié une modification d'assiette et a dû la refaire. Il avait rendu la monnaie incorrectement à un client et Sandra l'avait corrigée avec une précision remarquable. Après la correction, Sandra s'était détournée. Caleb avait alors pris une profonde inspiration, s'était ressaisi et avait continué son chemin. Il n'avait pas cherché d'excuses. Il n'avait pas l'air perturbé. Mais Linda l'avait remarqué. Elle croisa son regard par-dessus l'épaule de Linda pendant un bref moment d'accalmie et lui fit un petit signe de tête. Pas une approbation. Exactement. Plutôt une reconnaissance. Et elle a repris ce qu'elle faisait. C'était le signe d'approbation de quelqu'un qui avait remarqué l'effort et l'avait noté.
Une fois le rush du matin passé et l'équipe du midi arrivée, Caleb a réuni le personnel du matin. Merci pour aujourd'hui. J'ai ralenti certains d'entre vous, mais je vais accélérer. Il consulta son téléphone où il avait pris des notes tout au long de son service. J'ai également remarqué des points que je souhaite aborder. Earl, tu compensais ta jambe gauche en fin de service. Ça fait combien de temps que ça te gêne? Earl leva les yeux de son poste de travail, l'air de quelqu'un qui ne s'attendait pas à être observé. Quelques mois. Sol en béton. C'est gérable. Ça ne devrait pas avoir à l'être. Des tapis anti-fatigue pour le grill et les postes de préparation font partie des mesures de sécurité standard. Et j'en ai fait la demande aujourd'hui auprès du service des installations. Il jeta un coup d'œil autour du groupe. Ce matin, j'ai dû déployer toute mon épaule pour ouvrir la porte de la chambre froide. C'est un problème de sécurité et je le signale en urgence au service technique dès aujourd'hui, sans le mettre en liste d'attente. Il regarda Linda. Ce problème a-t-il déjà été signalé? À plusieurs reprises. Il n'avait jamais bougé. Il bouge aujourd'hui. Il regarda le groupe du regard. Quels autres éléments compliquent votre travail et n'ont pas été abordés? Le silence. Il n'était pas encore prêt à lui faire confiance. Il ne s'y attendait pas. D'accord. Merci. À demain. Alors que le groupe se dispersait, Linda l'emmena à l'écart. Tu n'as pas paniqué, dit-elle. Pas quand Sandra t'a corrigé. Pas quand Brent a testé les limites avec cette réaffectation de table. Vous êtes restés à égalité. J'avais envie de m'énerver, a admis Caleb. Je sais. Je voyais bien l'effort. Elle marqua une pause. C'est encore plus impressionnant que si ça avait été facile. Elle lui tendit le formulaire de demande d'équipement. Montrez-moi comment on remplit le formulaire pour la glacière. Je veux vérifier si votre intuition quant au point à privilégier correspond à ce qui permettra réellement d'obtenir la priorité. Il a rédigé le document. Elle l'a lu, a fait une suggestion concernant la section de code précise à citer, et l'a autorisé à le soumettre à nouveau. Il comprendrait plus tard que c'était la première leçon déguisée en correction, donnée sans condescendance. Ce soir-là, après que Danny se soit endormi, il avait dessiné chez Gloria le professeur Chat, coiffé d'une toque de diplômé. Tous deux s'accordaient à dire que le dessin était extrêmement fidèle. Caleb, assis à la table de la cuisine, dressait des listes. Le nom de chaque employé et ses observations. Point à approfondir demain. Une ligne soulignée en bas. Vous avez commis 3 erreurs aujourd'hui. Ne faites pas 2 fois la même chose. Son téléphone vibra. Numéro inconnu, mais il reconnut le nom et la signature. Comment s'est passée la première journée? Margaret Holloway. Il fixa la page un instant, puis tapa. Plus difficile que presque tout ce que j'ai fait ces derniers temps, mais je pense que ça va marcher. Sa réponse arriva en moins de 2 minutes. Je n'en ai jamais douté. Dors un peu. Demain sera l'occasion de le prouver. Caleb posa son téléphone et observa la cuisine de l'appartement qui, pour la première fois en 4 mois, était enfin stable. Il lui restait 29 jours à endurer cette épreuve qu'il s'était lui-même imposée. Il avait survécu à bien pire. Le mois s'écoulait, comme toujours, quand chaque jour est assez long pour durer une semaine. Caleb arrivait tous les matins à 5h30. Il restait tard lorsque son emploi du temps le lui permettait, apprenant le fonctionnement du restaurant, tissant des liens avec l'équipe de nuit et travaillant à tous les postes, jusqu'à comprendre non seulement comment, mais aussi pourquoi et comment améliorer les choses. Mais c'est Linda qui, plus que quiconque, a marqué ces 30 jours. Et pas toujours avec tact. Lorsqu'il prenait une décision d'organisation qui lui paraissait raisonnable, elle attendait la fin de la réunion du personnel pour lui expliquer en détail, sans ménagement, où le raisonnement était erroné et pourquoi cela poserait problème jeudi, même si tout semblait correct la veille. Lorsqu'il proposait une modification de la liste de vérification des préparatifs, elle posait 6 questions précises sur les conséquences à long terme avant de l'approuver. Lorsqu'il interprétait mal une situation client et envenimait les choses inutilement, elle le débriefait pendant 15 minutes dans l'arrière-boutique avec la précision directe et pragmatique de quelqu'un qui pensait que tirer des leçons de ses erreurs n'était utile que si l'apprentissage était approfondi. Tu pourrais être plus indulgente, dit-il après l'une de ces séances. Je pourrais, acquiesça-t-elle en rangeant les papiers sur son bureau avec la précision méticuleuse qui la caractérisait lorsqu'elle choisissait ses mots. Pendant 2 ans, sous Dunbar, j'ai été indulgente envers tout le monde, car c'était le seul moyen de maintenir la paix. Vous savez ce que cette indulgence m'a valu? 14 employés virés en 7 mois et un restaurant qui tombait en ruine? Elle le regarda droit dans les yeux. Vous avez un sacré flair, Caleb.
De vraies intuitions, pas des intuitions feintes. Si je négligeais ces instincts, je vous desservirais, ainsi que tous ceux qui, dans ce bâtiment, comptent sur vous pour prendre de bonnes décisions. Elle lui remit le rapport de préparation du lendemain matin. Non, je ne vais pas vous ménager. Je vais vous être utile. Ce sont deux choses différentes. Les tapis anti-fatigue sont arrivés le 7e jour. Earl s'est tenu debout sur l'un d'eux pendant son quart de travail du matin sans rien dire à Caleb. Mais Caleb a remarqué qu'à la fin de son quart, Earl se déplaçait différemment, moins prudemment, comme s'il compensait moins discrètement un problème qu'il gérait en silence depuis des mois. Le 21e jour, un client habituel a demandé à Earl comment allait sa jambe. Earl a répondu que ça allait mieux. La direction a finalement réglé le problème et Earl est retourné à son grill. Caleb se trouvait justement à proximité. Il a classé la conversation comme une façon pour Earl de le remercier, dans son propre style et selon son propre calendrier. La porte de la chambre froide a été réparée le 9e jour. Le technicien intervenu a reconnu que la demande d'intervention était restée en attente pendant 4 mois, avec une faible priorité. Elle est désormais prioritaire, a déclaré Caleb. Le problème a été résolu dans l'après-midi même. La politique relative au repas des employés a été élargie le 11e jour. L'ancienne politique autorisait un repas à prix réduit par quart de travail, mais cet avantage était assorti de tellement de restrictions que la plupart des employés avaient cessé d'en profiter. La nouvelle politique prévoit un repas complet par quart de travail. On se servait de ce qui était disponible, sans autorisation ni restriction. Dunbar pensait que nourrir les gens pendant ses heures de travail était un acte de charité, raconta Linda lorsqu'il lui en apporta. Dunbar se trompait sur bien des points. On ne peut pas bien travailler le ventre vide. Ce n'est pas de la générosité, c'est du bon sens. Elle le regarda un instant. Dites-le exactement comme ça à la réunion du personnel, a-t-elle dit. Pas la partie concernant Dunbar. La deuxième partie, il l'a dit. Sandra, au fond de la salle, riffonnait quelques mots dans le petit carnet qu'elle avait commencé à emporter partout. La refonte des horaires entra en vigueur le 16e jour. Caleb passa une soirée entière à repenser le planning. Pas plus de 3 fermetures consécutives par personne, et 2 jours de repos garantis par semaine. Le système complet était clairement affiché dans la salle de pause, à la vue de tous. Brent étudia le nouvel emploi du temps dès son affichage. Il resta planté devant pendant près d'1 minute. C'est différent de ce à quoi je suis habitué, dit-il avant de s'éloigner. Mais le lendemain, il arriva à l'heure et ne testa rien, ce qui, dans le jargon de Brent, valait reconnaissance. Le 18e jour, Sandra commença à assister discrètement aux réunions matinales de la direction, sans attirer l'attention, se tenant légèrement à l'écart et observant. Caleb l'a remarqué et n'a rien dit. Linda l'a remarqué et le lui a mentionné le soir même. Elle m'a demandé si je pouvais observer, a dit Linda. J'ai dit oui. Elle ne m'a rien demandé d'autre. Elle apprend de sa propre initiative, sans qu'on le lui demande. Un silence. Tu lui as dit quelque chose. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait vraiment, a dit Caleb. Personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. Linda resta silencieuse un instant. Je veux que vous réfléchissiez à ce que nous allons en faire. La conversation plus délicate eut lieu le 24e jour. Sandra le trouva dans la réserve, profitant d'un moment de calme dans l'après-midi. Sa voix était directe, comme celle de quelqu'un qui, après avoir longtemps préparé une question, s'apprêtait enfin à la poser. 4 ans, dit-elle. 4 ans d'évaluation régulière, jamais de rapport remis aux évaluateurs régionaux, qui m'avaient pourtant dit que j'avais du potentiel pour un poste de direction. Et vous voilà après seulement 11 semaines. Elle soutint son regard. Je veux que tu sois honnête avec moi sur les raisons. Ce n'est pas juste, dit Caleb. Ce qui m'est arrivé est injuste envers toi et envers tous ceux qui ont consacré du temps ici. Je ne peux rien y changer. Il croisa son regard. Ce que je peux faire, c'est m'assurer qu'à partir de maintenant, la porte devant laquelle vous vous tenez depuis 4 ans soit enfin ouverte. Pas en apparence, mais bien réelle. Il marqua une pause. Vous avez appris les soluces du début pendant la semaine écoulée. Nuez. Revenez me voir dans 60 jours et montrez-moi ce que vous avez appris. Je ne vous donne rien sur un plateau. Je vous dis simplement que ce chemin est réel. Elle le regarda longuement. Puis elle dit, 60 jours, et sortit. Le soir même, Linda et Caleb étaient assis au bureau à analyser les chiffres du mois. Elle sera prête pour le poste d'assistante gérante avant le printemps, a déclaré Linda. J'en suis sûre. Je veux être celle qui le lui annoncera le moment venu. Linda l'a dit calmement mais clairement.
Elle est là depuis plus longtemps que toi. Quand elle apprendra cette nouvelle, elle devrait venir de quelqu'un qui la suit depuis 4 ans, et non pas seulement de 2 mois. Caleb la regarda. C'est la bonne décision. Absolument. Linda hocha la tête une fois. Puis elle tourna l'ordinateur portable vers lui. Satisfaction. Les scores ont augmenté de 14%. Le chiffre d'affaires est resté nul ce mois-ci. Le gaspillage alimentaire a diminué de 6%. Chiffre d'affaires en hausse de 4%. Des chiffres concrets, basés sur des changements réels. Rien de gonflé. Margaret arrive vendredi, dit Linda. Je sais. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Linda resta silencieuse un instant, cherchant ses mots avec la même précision qu'elle mettait dans tout ce qu'elle entreprenait. Je vais lui dire que vous avez travaillé plus dur que n'importe quel nouveau responsable que j'ai vu, que vous avez concrètement amélioré les conditions de travail dans ce bâtiment, et que je me suis trompée à votre sujet. Elle marqua une pause. Je vais également lui dire que Sandra doit bénéficier d'un programme de développement structuré dès le mois prochain, et que le fonds de soutien aux employés doit être présenté à chaque nouvelle recrue lors de son intégration, et non pas relégué dans un dossier. Elle le regarda. Parce que vous n'êtes pas la seule personne à avoir franchi ces portes dans une situation comme la vôtre, et la prochaine personne ne devrait pas avoir à attendre que le propriétaire se manifeste pour savoir que de l'aide existe. Caleb la regarda un instant. Merci, Linda. Ne me remerciez pas. Je fais mon travail. Mais quelque chose dans son expression avait transformé ce qui dépassait le simple respect professionnel en une émotion plus chaleureuse et plus sincère. Maintenant, rentre chez toi. Il est 18h43 et Danny est chez Gloria. Margaret arriva un vendredi, en plein coup de feu du midi, comme prévu. Elle s'installa dans le box d'angle et observa. Caleb se déplaçait dans le chaos maîtrisé avec une autorité calme et précise, sans bruit ni emphase. Il n'avait pas besoin de beaucoup de travail pour gérer la situation. Quand Earl avait du retard sur une série de commandes, Caleb était déjà au fourneau sans qu'on le lui demande. Quand un problème survenait à une table à cause du temps d'attente, Caleb s'en occupait en présentant ses excuses et en trouvant une solution concrète avant même que Linda ne s'en aperçoive. Lors d'une brève altercation entre 2 serveurs au sujet de l'attribution des tables, Caleb a prononcé quelques mots à voix basse, apaisant ainsi les tensions. Il a également commis une erreur. Il a dirigé un serveur vers la mauvaise table, s'en est rendu compte 30 secondes plus tard, a corrigé son erreur lui-même, s'est excusé auprès du serveur et du client, puis a continué son service sans manifester le moindre désagrément. Margaret en prit note avec attention. Les managers qui assument leurs erreurs sans broncher et qui continuent d'avancer sont plus rares et plus précieux que ceux qui sont simplement bons lorsque tout va bien. Une fois le calme revenu, Caleb vint s'asseoir en face d'elle dans la cabine. « Comment ça s'est passé, à ton avis ?» demanda-t-elle. « Mieux que le premier jour, à bien des égards. J'ai fait une erreur de parcours aujourd'hui, et j'ai mal compté une partie de l'inventaire ce matin, ce qui m'a obligé à tout refaire. » Il a tenu ses propos sans s'excuser et sans agir. Désormais, le personnel prend les devants sans qu'on le lui demande. Il y a 6 semaines, personne ne le faisait. L'évaluation de Linda correspond à la vôtre, dit Margaret. Elle m'a aussi parlé de Sandra et du problème de communication concernant l'intégration au fonds de soutien. Elle marqua une pause. Ce deuxième poisson est une prise importante. Il aurait dû être pêché depuis longtemps, a déclaré Caleb. Par moi, par n'importe qui. Si le fonds existe et que personne n'en a connaissance, autant dire qu'il n'existe pas. C'est entendu. Nous allons régler le problème à l'échelle de l'entreprise dès ce mois-ci. Margaret posa les mains sur la table. À compter d'aujourd'hui, votre poste est permanent, avec la rémunération et les avantages sociaux complets convenus. Félicitations. Le soulagement qui traversa son visage fut bref et fugace, mais elle le perçut. Merci. Il resta silencieux un instant. Il y a aussi un cours de gestion d'entreprise au cégep. Les mardis et jeudis soirs, de 19h à 21h. Je m'y intéresse depuis 2 semaines. Il le dit avec précaution, comme s'il avait gardé le secret. Je crois que je veux m'inscrire. Margaret le regarda. Il y avait quelque chose de différent dans sa façon de le dire. Pas avec le pragmatisme froid de quelqu'un qui coche une case, mais avec quelque chose de plus nuancé, de plus authentique. Quelque chose qui ressemblait à un véritable désir. « Dis-moi à quoi tu penses, » dit-elle. Il resta silencieux un instant. Danny m'a demandé la semaine dernière ce qu'était l'université. Je lui ai dit que c'était là qu'on allait apprendre ce qu'on voulait faire dans la vie. Il s'est raclé la gorge. Il a dit, « Tu devrais y aller, Caleb,
Tu sais déjà comment prendre soin de moi. Un silence. Il a 7 ans. Oui, il a raison. Il y avait quelque chose dans l'expression de Caleb, un mélange de chagrin et d'amour, et cette tendresse particulière propre à celui qui a trouvé la personne pour laquelle il ferait absolument tout. J'ai posé le livre parce que je n'avais pas le choix. C'était la bonne décision et je la referai, mais je n'ai pas à le laisser ainsi indéfiniment. Il jeta un bref coup d'œil à la table, puis releva les yeux. Je crois que j'ai interprété mon refus de certaines choses comme une forme de loyauté envers lui. Comme si je désirais quelque chose pour moi-même, cela signifiait que je n'étais pas pleinement engagé envers lui. Il marqua une pause. Je ne crois pas que ce soit vrai. Ce n'est pas le cas, dit Margaret. Eleanor Marsh m'a dit un jour quelque chose auquel je n'ai cru qu'à mes 40 ans. Elle disait que prendre soin de soi n'est pas dissociable du fait de prendre soin des personnes qui dépendent de vous. C'est la même chose. On ne peut donner ce qu'on n'a pas. Caleb resta silencieux un instant. Ma mère disait souvent la même chose. Elle disait qu'on est plus présent pour les autres quand on l'est aussi pour soi-même. Elle avait raison. Margaret marqua une pause. Inscrivez-vous au cours. Linda assura les cours les mardis et jeudis soirs. Je lui confirmerai cela aujourd'hui. Il s'inscrivit sur son téléphone le soir même, assis à la table de la cuisine après que Danny se soit endormi. Il fixa longuement l'écran de confirmation. C'était un détail. Ce n'était pas une mince affaire. Il repensa aux lettres de retrait qu'il avait écrites en avril, assis à la même table, et à celui qui les avait rédigées, celui qui avait passé le seul appel possible et qui n'avait pas regardé en arrière, car le regret était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Il repensa à Danny lui disant « Tu sais déjà comment prendre soin de moi. » Il ferma l'écran de confirmation et alla voir son frère. Danny dormait, le Carnotaurus blotti sous le bras et le dessin du professeur coiffé de la toque de diplômé posé sur la table de chevet, où il le verrait à son réveil. Caleb resta un instant sur le seuil, comme il l'avait appris en avril, juste pour s'assurer que tout était encore en ordre. Puis il alla se coucher. 9 mois après l'arrivée de Caleb, 9 mois durant lesquels les notes du restaurant avaient progressé régulièrement, Sandra avait officiellement intégré un programme de formation en gestion sous la tutelle de Linda, et Danny s'était forgé des opinions bien arrêtées et argumentées sur le ratio idéal fromage, pain dans un croque-monsieur. Le téléphone de Margaret Holloway sonna à 23h52. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. « Madame Holloway, ici l'infirmière responsable de l'hôpital Mercy Général de Charlotte. Nous avons ici Evelyn Holloway. Vous êtes sa personne à contacter en cas d'urgence. Son état est stable, mais elle a besoin de vous. » Margaret était dans les airs à 6 heures le lendemain matin. Evelyn Holloway avait 82 ans, une langue acérée, un esprit vif et l'audace particulière d'une femme qui, pendant 8 décennies, avait dit exactement ce qu'elle pensait à ceux qui devaient l'entendre, et qui avaient accepté les conséquences. Elle vivait de façon autonome à Charlotte, près de la famille du frère de Margaret, depuis 3 ans, et se portait à merveille, fidèle à ses principes et avec une grande détermination. L'incident cardiaque a été qualifié de significatif, mais non catastrophique, par 3 médecins différents. Evelyn, quant à elle, le considérait comme un simple désagrément et souhaitait savoir quand elle pourrait rentrer chez elle. Le matériel de surveillance reste en place, a déclaré Margaret le deuxième après-midi. Je ne suis pas un cobaye. Tu es ma mère. La surveillance se poursuit. Evelyn lança ce regard qui avait mis fin aux disputes pendant 50 ans. Tu vas planer. Je serai là. Ce sont 2 choses différentes. En pratique, c'est exactement la même chose. Maman, ça va. Ce qui, de la part d'Evelyn, était la seule concession qu'elle pouvait obtenir. Margaret gérait l'entreprise à distance depuis Charlotte, avec un point quotidien avec Barbara, disponible pour toute question nécessitant une attention particulière, et faisant confiance à son équipe pour le reste. Elle avait mis en place des systèmes justement pour ce genre d'absence. Elle n'allait pas faire comme si elle ne les avait pas construits. Mais à la fin de la 2e semaine, il y avait des soirs où la peur qui rôdait en marge du jour était plus difficile à contenir et elle se surprenait à appeler Caleb après ses vérifications de fin de service, soi-disant pour avoir des nouvelles du restaurant, qui était si toujours bon qu'il n'avait presque jamais besoin d'appeler. « Comment va-t-elle vraiment » demanda-t-il un soir. Il posa la question comme il posait toutes les questions importantes, d'une voix calme, sans aucune feinte de compassion, comme s'il voulait vraiment savoir et était prêt à entendre la réponse. Elle est têtue sur tout ce qu'elle peut contrôler et effrayée par tout ce qu'elle ne peut pas, ce qu'elle ne dirait jamais à voix haute. Margaret regardait par la fenêtre de la salle d'attente de l'hôpital le parking,
observant une personne qu'elle avait toujours considérée comme parfaitement capable de se débattre avec des choses qui lui paraissaient autrefois simples. « Je sais, » dit Caleb, et elle perçut dans sa voix qu'il ne l'avait pas entendu de loin, mais qu'il le savait par expérience récente. « Dis-moi comment tu as fait, » dit-elle. Ces premiers mois après mars, il resta silencieux un instant. « Je ne l'ai pas toujours fait. Il y a eu des nuits où je restais assise 1 heure sur le seuil de la porte de Danny parce que j'avais besoin de le voir respirer. Une semaine, j'ai oublié de faire les courses et on a mangé des céréales 3 soirs de suite sans que je m'en aperçoive avant que Danny ne me demande pourquoi. Un silence. Ce qui m'a aidé, c'est d'accepter ce que je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas les ramener. Je ne pouvais rien faire pour atténuer la douleur de Danny. Tout ce que je pouvais faire, c'était être là chaque jour, imperturbable. Pour qu'il sache que ce qui était encore debout l'était toujours. Nouvelle pause. Votre mère a besoin de votre présence. Pas pour réparer les dégâts. Non pas pour résoudre le problème à distance. Juste pour être présent. C'est tout le travail. Vous avez raison. Et le restaurant de Madame Holloway est bel et bien pris en charge. Linda, Sandra et Earl gèrent la situation de A à Z. Tu as le droit d'être simplement sa fille pour l'instant. C'est suffisant. Elles se sont parlé plusieurs fois par semaine par la suite. Parfois, il était question des progrès lents et progressifs d'Evelyn. 3 pas avec le déambulateur, puis 5, puis 8. Parfois, il était question de Danny, qui s'était autoproclamé assistant de cuisine officiel de Gloria et qui avait atteint ce que Gloria qualifiait d'impressionnante maîtrise de débutant en matière d'œufs brouillés. Parfois, on parlait du restaurant. Parfois, de rien du tout. De petites choses ordinaires dont il était facile de parler quand tout le reste était pesant. Lors d'un de ces appels tardifs, assise dans le calme du couloir de l'hôpital pendant qu'Evelyn dormait, Margaret a dit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu de dire. « Puis-je vous poser une question ?» « Bien sûr. L'après-midi où vous êtes venu au restaurant avec Danny, lorsque vous avez refusé le poste, vous avez dit que vous aviez peur que si vous en acceptiez davantage et que vous échouiez, Danny perde le seul point d'ancrage qui lui restait. » Elle marqua une pause. « Tu penses toujours la même chose ?» Caleb resta silencieux un instant. « Moins, » dit-il. « Pas complètement parti, mais moins. C'est plus calme maintenant. » Un silence. « Danny m'a dit quelque chose il y a quelques semaines. Il a dit que quand le travail se passe bien, le dîner chez Caleb est meilleur. Et je pense qu'il a raison. Il le remarque. Cela se ressent d'une manière ou d'une autre au dîner, reflétant la qualité de la journée. » Un silence plus long. « Je crois que je commence à comprendre que prendre soin de moi, c'est aussi prendre soin de lui. J'apprends encore à le faire, mais je pense que c'est vrai. Eleanor m'a dit la même chose quand j'avais 22 ans, a dit Margaret. Je ne l'ai cru que vers mes 40 ans. Vous êtes en avance sur le programme. » Evelyn est rentrée chez elle à Charlotte cette semaine après son accident cardiaque. Son propre appartement. À ses propres conditions. Un régime alimentaire modifié. 3 nouveaux médicaments. Et un dispositif d'alerte médicale qu'elle avait accepté de porter après que Margaret lui ait fait remarquer avec insistance que c'était un prix dérisoire pour préserver son indépendance. Convaincant, dit Evelyn. Elle se rassit dans son fauteuil avec une expression de profonde satisfaction. Tu tiens ça de moi. Je le sais. Tant mieux. Alors tu sais que j'ai raison quand je te dis de rentrer chez toi. Ce regard, celui qui avait mis fin aux disputes pendant 50 ans, déployé à présent avec une force délibérée. Je guéris, je ne mords pas, va faire ce que tu as à faire. Faites confiance aux personnes que vous avez formées. C'est à cela que sert la formation des personnes. Margaret est rentrée à Atlanta jeudi. Elle était maigre, usée par la vie, se déplaçant avec l'énergie prudente de quelqu'un qui a puisé dans ses réserves et qui en est conscient. Mais sa mère était vivante. Et en convalescence, obstinément, elle-même. Et c'était tout ce qui comptait. Son premier appel depuis la voiture à l'aéroport fut pour Caleb. Je suis de retour. Dites-moi où nous en sommes. Tout va bien. Mais venez en personne, j'ai quelque chose à vous montrer. Margaret entra chez Clayton un mercredi après-midi, 10 mois après s'être assise pour la première fois dans le box du coin, vêtue d'une veste chinée. Elle y entra tout simplement. Earl leva les yeux du passe-plat et hocha la tête. Pour Margaret, cela signifiait « Ici, tout va bien. Je crois que vous le savez, et j'en suis ravie. » Sandra se déplaçait dans la salle à manger avec l'aisance assurée et précise de quelqu'un qui, après des mois d'entraînement, passait directement de la pratique à l'action. La semaine précédente, Linda avait confié à Margaret au téléphone que Sandra avait assuré seule un office complet le samedi.
alors que Linda avait une urgence familiale, et qu'elle n'avait pas une seule fois appelé pour poser une question à laquelle elle aurait pu répondre elle-même. Elle est prête, avait dit Linda. Pas dans 3 mois, maintenant, ni dans un délai suffisamment court pour que la différence soit négligeable, disons. Linda sortit du bureau en entendant la porte, et son expression en voyant Margaret était celle de quelqu'un qui attendait depuis longtemps de parler et qui a décidé que le moment était venu. Avant d'entrer avec Caleb, dit Linda, je dois te dire quelque chose. Margaret s'arrêta. Vas-y. Quand vous m'avez appelé après la décision concernant la promotion et que vous m'avez demandé de lui donner une chance équitable, j'ai acquiescé, mais je ne le pensais pas. Je voulais dire que j'allais observer, documenter et prouver que vous aviez tort. Linda l'a dit clairement, sans s'excuser de sa franchise. En réalité, il a fait en sorte qu'on ne puisse pas souhaiter son échec. Non pas parce qu'il était parfait, il a commis de véritables erreurs et les a toutes assumées sans drame ni excuse, mais parce qu'il tenait à bien faire les choses pour les bonnes raisons. Il se souciait des personnes travaillant dans cet immeuble, pas seulement du poste, marqua-t-elle une pause. Et il voyait des choses que j'avais cessé de voir, non pas par incapacité, mais parce que j'étais là depuis si longtemps que j'avais fini par les considérer comme immuables. Il est entré et les a perçus comme des problèmes à résoudre. Un autre silence. Je suis content que vous ayez pris cette décision. Je ne m'attendais pas à dire ça. Et je le pense sincèrement. Merci de me l'avoir dit, dit Margaret. Il y a encore une chose. Linda se redressa légèrement. Je l'ai recommandé pour le poste régional. Vous l'avez fait par écrit la semaine dernière, par l'intermédiaire de Barbara. Je tenais à ce que cela soit consigné par écrit que la recommandation venait de moi et pas seulement de vous. Car lorsqu'il réussira, et il réussira, je veux qu'il soit établi que ceux qui travaillaient quotidiennement avec lui l'avaient pressenti. Margaret la regarda longuement. J'ai reçu cette recommandation. C'était important. Tant mieux. Linda désigna le bureau du doigt. Il est là-bas. Il est là depuis 17h15. Caleb était à son bureau, un ordinateur portable sur lequel il préparait une présentation. Margaret s'en rendit compte dès les 2 premières minutes. Pendant tout son séjour à Charlotte, il avait observé les 4 autres établissements Holloway de la région avec le même regard qu'il avait porté sur Claytoness. Il avait constaté les mêmes schémas. Des managers qui ne considéraient plus leurs employés comme des personnes ayant une vie en dehors du bureau, des employés qui ne croyaient plus que quiconque se souciait d'eux, des systèmes qui, au lieu de résoudre les problèmes, en créaient. Il disposait de données précises. Il avait des solutions concrètes à proposer. Il avait visité 3 des 4 établissements et pouvait décrire ce qu'il avait vu avec la précision particulière de quelqu'un qui venait d'apprendre, par expérience directe, la différence entre un restaurant en difficulté et un restaurant prospère. Que comptez-vous faire ? Demanda Margaret. 5 établissements au total, dont celui de Clayton, géré par Linda à part entière, avec titre officiel et rémunération complète, qui, si j'ai bien compris, a déjà été versé. Il la regarda dans les yeux. 6 mois. Confiez-moi des responsabilités régionales et je mettrai en œuvre ce que nous avons construit ici. Je continuerai à suivre mes cours. J'ai terminé le cours d'introduction à la gestion d'entreprise et je suis inscrit à 2 autres au printemps. Je ne demande pas à être dispensé d'apprentissage. Je demande à pouvoir le faire en parallèle de mon travail, comme je le faisais jusqu'à présent. Margaret a étudié la présentation. Elle l'a observé, lui, alors âgé de 18 ans seulement, son anniversaire n'était qu'en avril, assis en face d'elle avec une proposition de gestion régionale, étayée par 10 mois de résultats mesurables, et faisant preuve du sens de la culture organisationnelle le plus aigu qu'elle ait rencontré en 27 ans de gestion de restaurant. Elle pensa à Eleanor Marsh, à ce que signifiait miser sur quelqu'un, et à la façon dont la seule façon d'honorer un tel pari était d'en faire quelque chose qui en vaille la peine. Elle repensa à Evelyn, assise dans son fauteuil, disant « Faites confiance aux personnes que vous avez formées. C'est à cela que sert le travail humain. » Elle repensa à Linda Crawford, qui l'avait appelée pendant le week-end et lui avait dit « Je vous l'ai recommandé. Je veux que ce soit consigné. » 5 emplacements, précisa Margaret. 6 mois pour commencer. Vous me rendrez compte directement. Nous nous parlerons chaque semaine. Si quelque chose ne fonctionne pas, j'en suis informé avant que cela ne devienne un problème, pas après. D'accord. Continuez à suivre les cours. Déjà inscrit. Et Danny, il va travailler plus longtemps. Il va voyager. Concrètement, qu'est-ce que ça va lui faire ? Il s'y attendait. Gloria et moi avons discuté de la possibilité qu'elle travaille plus longtemps les jours de voyage, et le fonds de garde d'enfants couvre ses frais.
Danny est stable. Il va à l'école, il a des amis, il a Gloria et son professeur. Un léger silence. Il m'a dit le mois dernier qu'il voulait travailler dans la restauration plus tard. Plus précisément, il voulait être mon assistant. Margaret rit d'un rire franc et simple. Alors, marché conclu. Elle tendit la main. Félicitations, directeur régional Brox. Il a assuré. Son expression était celle qu'elle se souvenait avoir vue à l'hôtel d'Eleanor à Chattanooga. Le regard de quelqu'un à qui l'on tend quelque chose de réel et de vrai, dont il a encore du mal à croire qu'il lui est destiné. Merci, dit-il. Pour tout. Merci à Eleanor Marsh, dit Margaret. Je transmets le message. À vous de faire de même. Linda apparut sur le seuil. Margaret avait compris qu'elle était là depuis quelques minutes. Alors, dit Linda en regardant Caleb avec l'air de quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui a décidé de le dire. Je t'ai recommandé pour ça. Officiellement. Je voulais que tu le saches. Caleb la regarda. Un mouvement traversa son visage. Je sais, dit-il. Barbara me l'a dit. Bien, fit Linda en marquant une pause. Ne me faites pas le regretter. Je ne le ferai pas. Je sais que tu ne le feras pas, dit-elle. Pour la première fois depuis son arrivée dans l'immeuble 10 mois plus tôt, Linda Crawford lui adressa un sourire franc et sans hésitation. Le sourire de quelqu'un qui a pris une décision et qui est en paix avec elle. Puis, elle se redressa et retourna travailler, car il y avait un restaurant à gérer, et elle avait toujours été du genre à s'en charger. 15 mois après que Margaret Holloway se soit assise dans un coin, observant un garçon servir cette table, seule sous la pluie, elle arriva en voiture sur le parking du Clayton's Diner par une belle matinée de novembre et resta un instant dans sa voiture avant d'entrer. L'enseigne lumineuse de la vitrine avait été réparée. Caleb avait fait la demande de réparation le 4e jour, et c'est la première fois qu'elle comprit qu'il était attentif à tout. Le parking avait été refait, les jardinières sous les fenêtres de devant. Celle de Linda serait brun rouille et or, avec des œillets d'Inde tardifs, la dernière couleur avant l'hiver. De petites choses. Ce genre de choses qui n'apparaissaient pas dans les rapports, mais qu'on remarquait en y prêtant attention. À l'intérieur du restaurant, tout fonctionnait comme dans un établissement bien tenu. Non pas avec l'énergie nerveuse d'un restaurant qui joue la comédie pour les clients, mais avec l'efficacité tranquille et assurée d'un lieu où chacun connaît son travail, croit en son importance et a confiance en son collègue. Earl leva les yeux du passe-plat et hocha la tête. Tout va bien ici. Elle n'avait plus besoin de traduire depuis longtemps. Sandra travaillait en salle comme assistante de direction, titre et rémunération officielle, depuis 3 semaines. Elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui s'y préparait depuis 4 ans, sans savoir que ses efforts porteraient leurs fruits. Elle croisa le regard de Margaret de l'autre côté de la pièce et lui adressa un bref signe de tête professionnel qui, pour qui savait le déchiffrer, trahissait une grande satisfaction discrète. Linda sortit de l'arrière, une tablette à la main, avec le calme concentré de quelqu'un qui assume une responsabilité et la prend très au sérieux. Il est là depuis 5h20, dit-elle. Je n'arrête pas de lui dire qu'il n'est pas obligé d'être là. Est-ce qu'il m'écoute? Pas du tout. Elle a failli sourire. Le directeur d'Eastfield l'avait appelé hier soir à 21h pour une question d'horaire qui aurait pu attendre le lendemain matin. Il lui avait expliqué la situation pendant 40 minutes. Un silence. Il m'a expliqué ensuite qu'elle avait besoin d'en parler. Pas seulement d'obtenir une réponse. Que ces 40 minutes étaient cruciales. Linda regarda Margaret fixement. Il est doué pour ça. Mieux que je ne l'aurais cru. Et pourtant je m'attendais à ce qu'il soit bon. Je sais, dit Margaret. Je sais que tu le sais. Je voulais le dire à voix haute de toute façon. Linda retourna à sa tablette. Il est au bureau. Caleb sortit de l'arrière avec les rapports régionaux du matin et le Carnotaurus sur son porte-clés, le porte-bonheur permanent de Danny, transféré officiellement il y a environ 6 mois, avec le sérieux d'un enfant de 7 ans faisant un cadeau important et le calme concentré de quelqu'un qui a appris que les problèmes sont gérables si on les repère assez tôt. À Eastfield, dit-il en s'installant en face d'elle. La satisfaction a augmenté de 24% depuis mon arrivée en juin. Un seul départ volontaire en 4 mois. Elle est retournée à l'école, nous lui avons écrit une lettre de recommandation. Et Linda a appelé son ancien professeur pour qu'il intervienne en sa faveur. Le manager Jim Riley a changé. Pas parfaitement. Il retombe encore dans ses vieilles habitudes sous pression et nous travaillons précisément sur ce point. Mais il m'a confié le mois dernier qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il gérait sa vie par la peur jusqu'à ce qu'il voie à quoi ressemblait une gestion sans elle. Il passa à l'écran suivant. Clearwater est plus calme.
Les problèmes y sont plus profonds. Je vous ai toujours tenu informé de la situation lors de nos appels hebdomadaires, et je le suis encore. Il faut maintenant plus de temps et une approche différente de celle des autres sites. J'ai un plan précis que je souhaite vous présenter. Montrez-moi. Il l'a fait. C'était précis, réaliste et cela montrait clairement qu'il avait tiré des leçons de ce qui n'avait pas fonctionné au cours des 2 premiers mois. Elle avait également remarqué que l'entreprise était axée sur les personnes sur place, leur situation, leurs obstacles et leurs potentiels spécifiques, plutôt que sur un système de gestion abstrait. Vos cours, dit-elle lorsqu'il eut terminé. Vous avez obtenu un diplôme en droit des affaires avec une mention bien. Gestion financière. Ah. Un silence. Et quelque chose changea dans son expression. La satisfaction tranquille et profonde de celui qui a accompli ce qu'il désirait vraiment. Après l'examen final, le professeur de gestion financière m'a demandé ce que je comptais faire de mon diplôme. Je lui ai répondu que je le faisais déjà. Il a dit que c'était inhabituel. Nouveau silence. Je lui ai répondu que la plupart des choses qui valent la peine d'être faites sont inhabituelles au premier abord. Margaret jeta un coup d'œil autour du restaurant. Sandra était assise par terre, Earl était au grill, les banquettes réparées, le sol propre et l'horaire affiché clairement dans la salle de pause, à la vue de tous. Elle repensa à ce premier matin où, assise dans cette banquette d'angle, vêtue d'une veste de seconde main, elle avait regardé un garçon servir cette table sous la pluie, retenant difficilement ses larmes. Elle songea au chemin parcouru depuis ce matin-là. « Je peux te poser une question ?» demanda Caleb. « Bien sûr. » Eleanor Marsh. Pas l'histoire que je connais. Quel genre de personne était-elle vraiment? Margaret y réfléchit longuement. Ce n'était pas une question qu'on posait habituellement. Pratique. Finit-elle par dire. C'est le mot qui me revient sans cesse. Elle n'était pas sentimentale lorsqu'il s'agissait d'aider les gens. Elle ne faisait pas de discours à ce sujet. Elle ne voit pas traiter comme un projet. Elle a simplement observé la situation et décidé d'agir selon ses convictions, sans en faire tout un plat. Elle a marqué une pause. Elle avait un humour pince sans rire qu'on ne remarquait presque pas. Elle avait un avis sur tout et avait généralement raison, ce dont elle était parfaitement consciente. Et elle disait souvent que la véritable épreuve de nos convictions, c'est ce qu'on fait à 2 heures du matin, quand personne ne nous regarde et qu'on n'y gagne rien. Margaret le regarda fixement. Elle m'a trouvé à 2 heures du matin et a agi selon ses convictions. Faites de même. Je l'ai remarqué. Je l'ai appris de mes parents, a-t-il dit. Je sais. Elle les aurait aimés. Je le pense aussi. Il regarda la tablette, puis la reposa. J'aimerais vous parler de la suite. Pas immédiatement, je sais que je n'occupe ce poste que depuis 5 mois. Mais j'aimerais commencer à réfléchir à voix haute avec vous. Allez-y. Je constate régulièrement que certains managers n'apprennent jamais à considérer leurs employés comme des personnes ayant une vie bien remplie en dehors du travail. La plupart d'entre eux ne sont pas de mauvaises personnes. On ne leur avait jamais appris à voir les choses autrement. On leur avait donné une formation opérationnelle et on leur avait dit que c'était ça, le management. Il avait choisi ces mots avec soin. Et si nous créions dès le départ un système qui aborde ces questions, plutôt qu'un simple manuel? Un véritable programme de formation pour chaque nouveau manager, dans tous les établissements Holloway, axé sur la philosophie même de l'entreprise, et non pas seulement sur les procédures. Comment identifier les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent en crise? Comment devenir le genre de manager qu'était Eleanor? Comment faire en sorte que le fonds de soutien aux employés soit la première chose qu'un nouvel employé apprend à connaître, et non une découverte fortuite en pleine crise? Un instant. J'y pense depuis 2 mois. J'ai un plan préliminaire. Apportez-le-moi en janvier, dit Margaret. Nous verrons ce que la construction impliquerait concrètement. Elle soutint son regard. C'est la bonne idée. C'est exactement le genre de réflexion dont j'ai besoin de votre part. Après son départ, Caleb resta assis quelques minutes dans le bureau. Il a appelé Danny. Caleb. Clairvoyant, limpide et parfaitement lui-même. Gloria, laisse-moi préparer tout le petit déjeuner aujourd'hui. Des œufs, des toasts, tout. Elle a dit que j'étais douée pour ça. Je sais que tu le es. Elle a dit la même chose de toi. Que tu es doué pour ton travail. Caleb marqua une pause. Elle a dit ça. Ce matin. Elle a dit que ton frère avait un don naturel pour prendre soin des gens. Et j'ai répondu que je savais. Il a toujours été comme ça. Un silence. Caleb entendit Danny se demander si la suite valait la peine d'être racontée. Je lui ai dit qu'il l'avait appris de ses parents. Un silence de mort s'installa au bureau. C'est exact, dit Caleb.
C'est tout à fait exact. Je sais, répondit Danny simplement, avec l'assurance directe de quelqu'un qui a décidé que certaines choses sont des vérités incontestables. Tu viens à 18h30. 18h30, dis bonjour au professeur de ma part. Il s'en fiche, ajouta Danny d'un ton enjoué. Mais je lui dirai quand même. Après avoir raccroché, Caleb resta assis un instant, puis ouvrit son ordinateur portable et afficha le document brouillon sur lequel il travaillait depuis 3 mois. Ce que nous croyons réellement. Programme de formation en gestion. 3e version. Il l'a révisé depuis octobre. Chaque version était meilleure que la précédente. Plus précise. Plus concrète. Moins théorique. Il relut les 2 dernières pages. Il apporta une modification. Relisez-le. Par la petite fenêtre de son bureau, il apercevait une partie du parking. Et au-delà, la rue. Une circulation ordinaire. Des gens ordinaires qui se déplacent en ce matin ordinaire de novembre. Une femme est passée en poussant une poussette. Un camion de livraison était stationné au coin de la rue. Un vieil homme était assis sur le banc près de l'arrêt de bus, un sac en papier sur les genoux. J'observe la circulation avec la patience de quelqu'un qui trouve le monde ordinaire intéressant et suffisant. Tout cela fait partie intégrante d'une journée. Tout cela est ordinaire et irremplaçable. Il repensa à un matin, 15 mois plus tôt, où il marchait vers l'est sous la pluie. Danny, blotti contre son épaule. Trempé jusqu'aux os. Licencié. Sans aucune perspective d'avenir. Il pensa à une femme portant une veste de friperie. Assise dans un coin, je regarde. Je suis en train de prendre une décision. Il repensa à Eleanor Marsh dans une gare routière de Chattanooga. Serrant une tasse chaude dans les mains glacées d'un jeune homme de 17 ans. Et lui disant « Il te suffit d'une personne prête à parier sur toi. » Il pensa à son père, qui croyait que le vrai caractère se révélait dans les actes commis sans rien attendre en retour. Il pensa à sa mère, qui aurait cru que toute la fondation serait présente, sans hésitation ni excuse, pour ceux qui avaient besoin d'elle. Il repensa à Danny qui disait d'avoir toujours été comme ça, avec la certitude inébranlable de quelqu'un qui sait la vérité et n'a aucune raison de l'enjoliver. Caleb posa les mains sur le clavier. Une idée à la fois. Une personne à la fois. Une chance transmise à quelqu'un qui la transmettra à son tour à quelqu'un d'autre. L'ondulation se propageait dans l'eau. On ne pouvait jamais voir la limite des rivages qui se touchaient, on ne le saurait jamais. C'était ça le vrai travail. Ça avait toujours été le vrai travail. Et Caleb Brooks, 18 ans. 19 ans au printemps. Grand frère, directeur régional, étudiant en commerce. Fils de Thomas et René. Qui croyait au caractère. Et en se présentant, il commençait à peine à comprendre jusqu'où cela pourrait aller. Il se mit à écrire. Parfois, les moments qui changent une vie n'arrivent pas en fanfare. Ils surviennent discrètement. Par un matin ordinaire. Dans un lieu ordinaire. Quand quelqu'un choisit de voir ce que les autres ne voient pas. Ce jour-là, dans un petit restaurant. Margaret aurait pu finir son café et s'en aller. Caleb aurait pu dissimuler son trouble un peu plus longtemps. Mais une simple décision, celle de regarder de plus près, et un acte de courage, celui de continuer à être présent pour un être cher, ont changé le cours de deux vies. La gentillesse ne se manifeste pas toujours par de grands gestes. Parfois, elle prend la forme d'un inconnu qui croit en vous quand le monde s'est tu. Parfois, c'est une sœur aînée, un mentor, ou un chef d'entreprise qui choisit d'ouvrir une porte, au lieu de détourner le regard. Et voici la belle vérité, lorsqu'une personne a une chance. L'opportunité ne s'arrête pas là. Elle se poursuit. Elle influence des vies que nous ne verrons peut-être jamais. Si cette histoire vous a touché aujourd'hui, prenez un instant pour aimer la vidéo et abonnez-vous à Memory Stories. Partagez-le avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'un peu d'espoir en ce moment. Et dites-nous en commentaire qui a cru en vous quand vous en aviez le plus besoin.